Donc d'autres techniques pour préparer le ciment. Donc d'autres techniques consistent à agglomérer la matière sous forme de granules, c'est une voie semi-sèche, beaucoup moins utilisée en France, ou la transformer en une pâte fluide, voie semi-humide ou humide. Ensuite, on a vu qu'il y avait le cru va être cuit. Donc, quelle que soit la technique de fabrication utilisée pour élaborer le cru, les installations de cuisson sont identiques, sont similaires et comportent deux parties. Un échangeur de chaleur qui comporte une série de 4 à 5 cyclones dans lesquels la poudre déversée à la partie supérieure descend vers l'entrée du four rotatif, donc au fur et à mesure qu'elle descend, elle est cuite, cette pâte. Elle se réchauffe au contact des gaz chauds circulant à contre-courant. En sortant de ce four, et elle se décarbonate en partie. Parce que la carbonatation est un souci, ça peut faire rouiller, ça détériore les aciers, donc ça fait rouiller les armatures. Donc on contrôle la carbonatation du ciment. Une décarbonatation plus complète peut être obtenue par l'ajout d'un foyer complémentaire situé dans le cyclone inférieur. C'est la précalcination, c'est ça, précalcination. La poudre est ainsi portée à une température comprise entre 800 degrés et 1000 degrés Celsius. Il y a aussi un four horizontal rotatif cylindrique en acier avec revêtement intérieur réfractaire de 50 à 90 mètres de long, de 4 à 5 mètres de diamètre, légèrement incliné et tournant entre 1 et 3 tours par minute. Donc la matière pénètre à l'amont du four, en partie haute, où s'achève la décarbonatation, et progresse jusqu'à la zone de clinkerisation, environ 1450 degrés. Vous voyez que on monte en température. Donc le four horizontal arrive après le four vertical. Le temps de parcours est de l'ordre d'1 heure pour que le clinker fasse son chemin. Sous l'effet de la chaleur, les constituants de l'argile, principalement composés de silicate d'alumine et d'oxyde de fer, se combinent à la chaux, provenant du calcaire, pour donner des silicates et des aluminates de calcium. À la fin de la cuisson, la matière brusquement refroidie se présente sous forme de granules qui constituent le clinker, comme on voit sur la photo. Celui-ci finement broyé avec du gypse, moins de 5%, pour régulariser la prise. Lorsqu'on va le mélanger avec de l'eau, le phénomène va s'appeler la prise, et ça donne le ciment Portland. Donc le clinker mélangé avec 5% de gypse donne le ciment Portland. Ciment Portland, c'est celui dont vous entendrez parler dans 98% des cas. C'est du ciment Portland qu'on trouve sur les chantiers. Voilà. Les autres types de ciment sont obtenus en ajoutant d'autres constituants, tels que du laitier de haut fourneau, des résidus de cuisson des aciers, des cendres volantes, pareil, qui viennent toujours pareil des aciéries, des schistes calcinés, du calcaire, des fumées de silice, ou encore des filaires, c'est-à-dire des particules très fines de minerais. Donc prise et durcissement du ciment. Les réactions qui se passent dès le début du gâchage, c'est-à-dire lorsqu'on mélange de l'eau et du ciment, se poursuivent dans le temps et sont extrêmement complexes. Le ciment Portland donc contient 4 constituants principaux, des silices et des alumines. Ces constituants anhydres, qui ne contiennent pas d'eau, donnent naissance en présence d'eau à des silicates et des aluminates de calcium hydraté, tout ça c'est de la chimie, ainsi que de la chaux hydratée, dite portlandite, formant le gel microcristallin. Ne retenez pas ça, c'est pour votre info, ça c'est de la chimie. Si ça vous intéresse un peu plus, vous allez voir les sites des fabricants de ciment, mais c'est pas forcément nécessaire, je vous donne ça, je vous le répète, à titre d'information.
Donc à l'origine du phénomène dit de prise, donc lorsqu'on va mélanger ces silicates et ces aluminates avec de l'eau, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir cette pâte et ce qui va coller finalement les granulats. C'est le développement et la multiplication de ces microcristaux dans le temps qui explique l'augmentation des résistances mécaniques. Plus le temps va passer, plus au niveau chimique, il va y avoir de microcristaux qui vont se composer, oui, et qui vont composer en fait une roche, qui vont recomposer l'équivalent d'une roche. Le ciment durci devient une véritable roche artificielle qui évolue dans le temps et en fonction des conditions extérieures, si je la mets dans l'eau de mer ou si je le mets au milieu de la Creuse, le ciment, enfin avec le béton, va pas évoluer de la même manière. Avant d'atteindre son stade final, l'évolution du ciment passe par 3 phases successives. Une phase dormante. Donc la pâte de ciment, le ciment plus l'eau, reste en apparence inchangée pendant un certain temps, de quelques minutes à plusieurs heures suivant la nature du ciment et la température. En fait, dès le malaxage, les premières réactions se produisent, mais elles sont ralenties par la présence du gypse. Ensuite, il y a le début et la fin de la prise. Après 1 à 2 heures pour la plupart des ciments, on observe une augmentation brusque de la viscosité, donc on passe de liquide à visqueux, c'est le début de la prise, qui est accompagnée d'un dégagement de chaleur. La fin de prise correspond au moment où la pâte cesse d'être déformable et se transforme en un matériau rigide, c'est-à-dire que je peux appuyer là avec mon talon ou avec le pouce fortement et ça ne marque plus du tout. Donc là, la prise est terminée. Donc lorsque la prise est terminée, on obtient le durcissement. Donc on a l'habitude de considérer que le durcissement, c'est la période qui suit la prise et pendant laquelle l'hydratation du ciment se poursuit, c'est-à-dire que l'eau et le ciment continuent leur action et à former des microcristaux. La résistance mécanique continue à augmenter très longtemps, mais la résistance à 28 jours est la valeur conventionnelle. Voilà à ce que j'avais à vous dire sur le ciment et ce qui se passe comme réaction entre le ciment et l'eau.